l'absence de Thierry. Donc c'est dur de vivre sans lui. Après je me dis voilà, je sais qu'il va y... Ce matin-là, Audrey Crespo-Mara ne sort pas d'un tribunal comme une journaliste. Elle en sort comme une femme à qui l'on demande de s'expliquer pour avoir aimé. Un matin gris de novembre à Paris. La pluie n'est pas violente, elle est insistante, presque gênante, comme si elle refusait de tomber franchement. Devant le palais de justice, les caméras sont là, discrètes, mais présentes à distance respectable. On reconnaît la silhouette avant même de voir le visage. Le manteau noir, la démarche droite, cette façon si particulière de tenir la tête légèrement inclinée, comme pour s'excuser d'exister. Pendant plus de 20 ans, cette femme a incarné la rigueur, la mesure, la retenue, et pourtant aujourd'hui, elle est au centre d'un scandale. Car ce que personne n'aurait imaginé arrive. Audrey Crespo-Mara est poursuivie en justice. Non pas pour un mensonge, non pas pour une manipulation médiatique, mais pour une image, une photographie, un cliché ancien inséré dans un documentaire hommage consacré à l'homme qu'elle a aimé. Thierry Ardisson, son mari, l'homme en noir, celui qui occupait la lumière pendant qu'elle restait dans l'ombre. La question surgit alors brutale, presque indécente. Peut-on être coupable d'un acte d'amour ? Dans un pays comme la France, où la loi protège jalousement les œuvres, où le droit d'auteur est presque sacré, l'émotion ne fait pas jurisprudence. Peu importe les larmes, peu importe le deuil, peu importe l'intention. Une image utilisée sans autorisation reste une infraction. Et soudain, ce qui devait être un hommage devient un dossier judiciaire. Ce qui devait préserver la mémoire devient une accusation. Ce qui devait dire « je t'aime » se transforme en « vous avez fauté ». Pour beaucoup de Français, surtout ceux qui ont grandi avec le journal télévisé du week-end, cette affaire provoque un malaise profond. Audrey Crespo-Mara, c'était la voix calme des périodes troublées, celle qui annonçait les attentats sans hausser le ton, celle qui expliquait les crises sans jamais céder au spectaculaire, une femme que l'on croyait inattaquable, presque intouchable, et voilà qu'elle se retrouve convoquée, jugée, commentée. Ce matin-là, en quittant le tribunal, elle ne fait aucune déclaration, aucun mot pour la presse, aucun regard pour les caméras. Son silence est total. Et ce silence dérange, car dans notre époque saturée de commentaires, se taire devient suspect. On lui reproche déjà de ne pas s'expliquer, de ne pas se justifier, comme si le chagrin devait être argumenté, comme si la douleur devait être défendue à coups de communiquer. Mais derrière ce silence, il y a une histoire. Une histoire bien plus ancienne qu'un procès. Une histoire faite de regards échangés, loin des plateaux, de nuits passées à parler de télévision, d'archives, de mots. Une histoire entre deux êtres que tout opposait en apparence et que tout a finalement lié. Et c'est précisément cette histoire-là que nous allons remonter, pas à pas, avant que la justice ne s'en empare. Car pour comprendre comment Audrey Crespo-Mara a pu se retrouver sur le banc des accusés, il faut d'abord comprendre qui elle était et surtout qui elle n'était pas censée devenir. Avant d'être un nom mêlé à une affaire judiciaire, Audrey Crespo-Mara était un repère. Un visage familier presque rassurant pour des millions de Français. Une présence stable dans un monde médiatique devenu nerveux, bruyant, parfois excessif. Elle ne criait pas, elle n'interrompait pas, elle écoutait. Et dans une époque où tout le monde parle en même temps, cela suffisait à la distinguer. Née en 1976, Audrey n'a jamais cherché la lumière à tout prix. Elle s'est installée dans le paysage audiovisuel français lentement, méthodiquement, comme on construit une carrière à l'ancienne. Pas de scandale, pas de phrases choc, pas de mise en scène inutile. À LCI d'abord, dès la fin des années 1990, puis sur TF1 où elle devient, au fil des années, l'une des figures les plus crédibles de l'information télévisée. Lorsqu'elle prend les commandes du journal du week-end, en 2015, beaucoup y voient un choix de raison. Elle rassure, elle stabilise, elle incarne cette France qui veut comprendre sans être agressée. Pour les téléspectateurs de plus de 50 ans, elle représente quelque chose de précieux, la continuité. La sensation que malgré les crises, malgré les drames, il existe encore des voix qui ne cèdent pas à la panique. Audrey Crespo-Mara n'est pas une vedette, elle est une professionnelle. Et cela, et dans un univers dominé par l'ego et la vitesse, devient presque une exception. Son style est à son image. Sobre, précis, sans effet. Elle choisit ses mots avec une prudence presque chirurgicale. Jamais trop peu.
Pas de familiarité excessive, pas de distance glaciale, une ligne étroite tenue avec une discipline rare. Elle ne joue pas à la journaliste, elle l'est. Et c'est peut-être pour cela que sa chute, aujourd'hui, trouble autant. Parce qu'elle ne correspond pas au récit habituel. Audrey Crespo-Mara n'est ni une star déchue, ni une provocatrice rattrapée par ses excès. Elle est tout le contraire. Elle est celle à qui l'on aurait confié les clés sans hésiter. Celle dont on aurait juré qu'elle connaissait chaque règle, chaque limite, chaque danger. Alors comment expliquer qu'une femme aussi rigoureuse ait pu commettre une erreur aussi lourde de conséquences? Dans les rédactions, on la décrit comme perfectionniste, presque obsessionnelle. Une femme qui vérifie, qui relit, qui anticipe. Pas le genre à laisser passer un détail. Pas le genre à improviser quand il s'agit de droit ou de déontologie. Et pourtant, c'est précisément un détail qui va faire basculer toute sa trajectoire. Une image oubliée, une autorisation manquante. Un choix fait dans un moment où la raison vacille. Car ce que l'on oublie souvent, c'est qu'avant d'être une figure publique, Audrey Crespo-Mara est une femme, une compagne, une épouse, et pendant longtemps, elle a su maintenir une frontière presque parfaite entre ces deux mondes. Sa vie privée restait fermée, protégée, loin des magazines et des plateaux. Une forteresse discrète, jusqu'au jour où cette frontière a été franchie, non pas par goût du scandale, mais par amour. Et cet amour a un nom qui, à lui seul, évoque la provocation. La nuit, les plateaux surchauffés, les silences lourds et les éclats de rire. Thierry Ardisson. Lorsqu'Audrey Crespo-Mara et Thierry Ardisson se rencontrent, rien ne semble devoir les rapprocher. Tout, absolument tout les oppose. Lui est l'homme de la nuit, des plateaux électriques, des formules tranchantes. Elle est la femme du jour, de la mesure, des phrases pesées. Lui provoque, elle apaise. Lui cherche la rupture, elle incarne la continuité. Et pourtant, derrière cette opposition presque caricaturale, une alchimie inattendue va naître. Thierry Ardisson, c'est l'homme en noir, une silhouette devenue mythique, un personnage clivant, parfois agaçant, souvent brillant. Il aime déranger, pousser ses invités dans leurs retranchements, jouer avec les silences comme avec les nerfs. Pendant des décennies, il a façonné une télévision différente, plus crue, plus frontale. Certains l'admirent, d'autres le détestent, mais tous reconnaissent son intelligence et son audace. Il vit sous les projecteurs comme d'autres respirent. Audrey, elle, observe ce monde à distance. Elle connaît la télévision, bien sûr, mais elle en pratique une autre forme. Plus feutrée, plus intérieure. Là où Thierry attaque, elle écoute. Là où il choque, elle nuance. Deux conceptions du métier, deux rythmes de vie, deux façons d'exister. Et pourtant, c'est précisément cette différence qui les rapproche. Leur relation se construit loin des flashs. Pas de déclarations tapageuses, pas de couverture de guide, de magazine. Lorsqu'ils officialisent leur union, en 2014, c'est par un mariage discret, presque secret. Une décision à leur image. Ils n'ont jamais cherché à faire de leur couple un spectacle. Au contraire, pour eux, l'intime est un refuge, un lieu préservé d'un monde médiatique trop vorace. Dans les coulisses, ceux qui les connaissent parlent d'un couple solide, étonnamment équilibré. Audrey apporte à Thierry une forme de calme, une stabilité qu'il n'avait jamais vraiment connue. Lui offre une liberté de penser, une audace, un regard décalé sur le monde. Ensemble, ils partagent une passion commune pour les archives, les formats oubliés, la mémoire de la télévision française. Ils peuvent passer des heures à revoir de vieux génériques, à débattre d'une émission disparue, à analyser une interview vieille de 20 ans. Leur amour se nourrit du passé autant que du présent. Mais aimer un homme comme Thierry Ardisson, c'est aussi accepter de vivre avec la controverse. Audrey le sait, elle l'accepte. Elle choisit même, souvent, de s'effacer pour ne pas ajouter de bruit au bruit. Peu d'apparitions publiques ensemble, peu de photos, peu de mots. Une forme de pacte tacite, préserver l'essentiel, loin du regard des autres. Pour les téléspectateurs, cette union intrigue. Comment une femme si mesurée peut-elle partager sa vie avec un homme aussi excessif? La réponse est peut-être simple. Ils se complètent là où le public les oppose. Là où l'un est tempête, l'autre est port d'attache. Là où l'un provoque, l'autre protège. Mais aucun équilibre n'est éternel. Avec les années, la santé de Thierry se fragilise. Les hospitalisations se succèdent. L'homme en noir ralentit. Les projecteurs s'éloignent peu à peu. Audrey, de son côté, jongle entre son rôle de journaliste, de mère et celui d'épouse attentive. Elle protège plus que jamais leur intimité.
consciente que le temps devient précieux. Et puis vient le moment que personne n'attend, mais que tout le monde redoute, celui où l'équilibre se brise, celui où l'amour, jusque-là discret, bascule dans l'absence. Le 14 juillet 2025, le téléphone sonne. Il y a des appels qui changent une vie avant même qu'un mot ne soit prononcé. Celui-ci en fait partie. Thierry Ardisson s'éteint, brutalement, victime d'une crise cardiaque dans leur maison de Saint-Rémy de Provence. L'homme en noir, celui qui semblait indestructible, quitte la scène sans prévenir. La nouvelle se répand à la vitesse de la lumière. Les chaînes interrompent leur programme. Les hommages affluent, animateurs, producteurs, politiques, artistes, tous saluent une figure majeure de la télévision française. Pour le public, c'est une page qui se tourne. Pour Audrey, c'est un gouffre qui s'ouvre. Elle disparaît aussitôt de l'antenne. Quelques semaines de silence. Pas de mots, pas d'images. Les photographes la surprennent parfois, vêtue de noir, le regard fuyant, comme si la lumière était devenue trop violente. Cette femme qui maîtrisait chaque phrase semble désormais habitée par un vide que rien ne peut combler. Ceux qui la croisent parlent d'un choc immense, presque irréel. Car perdre un mari, quand on a bâti toute sa vie autour du contrôle et de la retenue, c'est voir ses certitudes s'effondrer une à une. Mais très vite, quelque chose se met en mouvement. Un réflexe peut-être, ou une nécessité vitale. Audrey ne veut pas laisser Thierry disparaître dans le flot des hommages convenus. Elle ne veut pas d'un résumé rapide, d'un montage de quelques minutes entre 2 pages de publicité. Elle veut raconter l'homme derrière le personnage, l'ironie derrière la provocation, la tendresse derrière le masque noir. Alors elle prend une décision lourde de sens. Réaliser un documentaire hommage, un film intime, personnel, presque confessionnel. Ce projet, elle ne le délègue pas. Elle s'en empare, elle replonge dans les archives, écoute des bandes sonores qu'elle connaît par cœur, revoit des images qu'elle avait parfois oubliées. Les nuits deviennent longues. Le montage avance au rythme des souvenirs. Chaque plan est une épreuve. Chaque voix enregistrée est un coup au cœur. Pourtant, elle continue, parce que créer, pour elle, devient une manière de survivre. Dans ce film, Audrey ne cherche pas l'exhaustivité, elle cherche la vérité émotionnelle. Elle veut que le public retrouve le regard de Thierry, sa posture, sa présence presque physique. Elle veut fixer ce qui lui échappe déjà, transformer le deuil en mémoire avant que le temps ne fasse son œuvre. Et dans cette quête, elle prend une décision qui, à ce moment-là, lui semble naturelle. Évidente, presque évidente. Une photographie attire son attention. Une image prise en 1998, dans les coulisses d'une émission emblématique. Thierry y apparaît debout, entouré de techniciens, le regard à la fois dur et malicieux, une image rare, puissante. Pour Audrey, ce cliché n'est pas un objet juridique, c'est un souvenir, un instant figé, peut-être même la dernière image de lui vivant qu'elle accepte de regarder sans détourner les yeux. Alors elle l'intègre au documentaire. Une seule photo, un seul instant, sans imaginer que ce geste, fait dans la douleur et l'urgence du manque, deviendra bientôt le cœur d'une tempête. Car ce qu'Audrey ignore encore, c'est que dans le monde de la loi, une image n'appartient jamais à celui qui l'aime, mais à celui qui l'a prise. Quelques semaines après la diffusion du documentaire, alors que l'émotion n'est pas encore retombée, la réalité revient frapper à la porte. Pas sous la forme d'une critique artistique, ni d'un débat télévisé, mais sous celle d'un document officiel. Une plainte, froide, précise, incontestable dans sa forme. Le nom qui y figure n'est pas celui d'un rival médiatique, ni d'un polémiste. C'est celui d'un photographe, Roberto Battistini. Pour beaucoup, ce nom ne dit rien. Pour le milieu de la télévision, il est pourtant bien connu. Battistini a passé des années dans l'ombre des plateaux, a capturé ces instants que personne ne regarde vraiment, un regard en coulisses, une tension avant le direct, une fatigue après l'émission. C'est lui qui a pris, en 1998, la photographie désormais au cœur du scandale. Une image jamais cédée, jamais contractualisée, jamais autorisée pour une diffusion publique de cette nature. Dans le langage du droit, les mots sont sans appel. Utilisation non autorisée d'une œuvre protégée. Peu importe qu'il s'agisse d'un hommage, peu importe le contexte, peu importe la douleur, la loi ne s'embarrasse pas d'intention. Elle juge des faits. Et le fait est là. La photo a été diffusée sans accord écrit, sans rémunération, sans mention explicite. Une infraction caractérisée. Lorsque l'affaire éclate dans la presse, le choc est brutal. Les titres se succèdent, parfois violents.
Audrey Crespo-Mara poursuivie après la mort de son mari. Un hommage qui vire au procès. Le droit d'auteur face au deuil. Très vite, l'opinion publique se divise. D'un côté, ceux qui parlent d'acharnement. Comment oser attaquer une femme endeuillée pour une seule image, intégrée dans un film, sans but commercial agressif? De l'autre, les défenseurs stricts du droit d'auteur, photographes, créateurs, artistes, qui rappellent une vérité souvent ignorée. Si l'émotion justifiait tout, plus aucune œuvre ne serait protégée. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des hashtags apparaissent. Soutien Audrey, respect des auteurs. Chacun choisit son camp, la nuance disparaît, le débat devient moral, presque idéologique, et au milieu de ce vacarme, Audrey Crespo-Mara reste silencieuse. Aucun communiqué, aucune interview, pas même une phrase pour expliquer son geste. Ce silence intrigue, irrite, inquiète. Certains y voient une stratégie, d'autres une fuite, mais ceux qui la connaissent savent que ce mutisme est surtout le signe d'un effondrement intérieur. En coulisses, des rumeurs circulent. On évoque une confusion sur les droits, une ancienne autorisation supposée, une archive considérée à tort comme familiale. Puis surgit un élément troublant. Un email daté de quelques mois avant la diffusion du documentaire, montrant qu'une demande d'autorisation aurait bien été envoyée. Sans jamais recevoir de réponse. Une trace écrite, une zone grise, suffisante pour nourrir le doute, insuffisante pour effacer la faute aux yeux de la loi. Les avocats entrent en scène. Les chiffres sont évoqués. Retrait potentiel du documentaire. Dommages et intérêts. Pour Audrey, chaque nouvelle information est une gifle supplémentaire. Elle, qui a toujours maîtrisé les règles du jeu médiatique, découvre un terrain où la bonne foi n'a pas de valeur juridique. Et surtout, elle comprend que ce procès ne portera jamais seulement sur une photographie. Il portera sur elle, sur ce qu'elle représente, sur la place qu'on accorde, ou non, à l'erreur humaine. Car au fond, une question hante désormais le débat. La loi doit-elle ignorer totalement le contexte, même lorsqu'il s'agit de deuil et de mémoire? Depuis le dépôt de la plainte, Audrey Crespo-Mara n'est plus apparue à l'antenne. Officiellement, il s'agit d'un congé personnel. Officieusement, dans les couloirs de TF1, les mots sont plus lourds. Fatigue morale, choc, effondrement intérieur. Ceux qui la croisent parlent d'une femme changée, plus lente, plus absente, comme si quelque chose s'était définitivement fissuré. Car ce procès ne lui a pas seulement pris du temps ou de l'énergie, il lui a pris sa voix, cette voix qui, pendant des années, a porté l'actualité de la France avec calme et dignité. Aujourd'hui, elle choisit le silence, pas par mépris, pas par stratégie médiatique, mais parce que, peut-être pour la première fois de sa carrière, les mots lui manquent. Dans l'appartement parisien qu'elle partageait avec Thierry Ardisson, chaque objet devient un rappel. Les livres, les archives, les photographies, et surtout cette image, celle qui devait rester un hommage discret et qui est devenue une pièce à conviction. Imprimée, analysée, disséquée par des avocats, des journalistes, des internautes, une image sortie de son contexte, arrachée à l'intime, désormais prisonnière d'un dossier judiciaire. Audrey se retrouve face à une violence qu'elle n'avait jamais anticipée, celle d'un système qui ne distingue plus la femme de la figure publique, la veuve de la professionnelle. Dans ce monde-là, on pardonne parfois un mensonge en plateau, une phrase excessive, un dérapage calculé, mais on pardonne difficilement une erreur commise avec le cœur, parce qu'elle dérange, parce qu'elle brouille les frontières, parce qu'elle nous oblige à nous poser des questions inconfortables. À qui appartient la mémoire d'un homme célèbre ? À celle qui a partagé sa vie, ses silences, ses faiblesses, ou à celui qui, un jour, a appuyé sur le déclencheur d'un appareil photo? La justice tranchera. Peut-être y aura-t-il une condamnation, peut-être un simple rappel à la loi, mais le véritable verdict, lui, est déjà rendu dans l'opinion publique. Certains continueront de voir Audrey Crespo-Mara comme une victime d'un acharnement injuste. D'autres estimeront qu'elle a franchi une ligne rouge, quelle que soit la douleur. Et au fond, ce débat révèle quelque chose de plus profond, notre rapport collectif à l'erreur humaine. Car soyons honnêtes un instant. Qui, dans un moment de perte, de chagrin, de sidération, n'a jamais agi avec le cœur plutôt qu'avec la raison? Qui peut affirmer n'avoir jamais oublié une règle en croyant bien faire? Audrey Crespo-Mara ne cherchait pas à provoquer, elle ne cherchait pas à contourner la loi, elle voulait simplement que dans ce film, une image dise ce qu'elle n'avait peut-être jamais osé dire à l'antenne: « Merci, je t'aime, adieu ». Aujourd'hui, elle se tait.
Et ce silence, paradoxalement, en dit plus long que tous les discours. Il nous rappelle que derrière chaque scandale, il y a une personne. Pas seulement une célébrité, pas seulement un visage connu, une femme, une veuve, une mémoire blessée. Alors la vraie question n'est peut-être pas de savoir si Audrey Crespo-Mara a eu tort ou raison. La vraie question est celle-ci. Dans un monde aussi codifié, aussi juridique, avons-nous encore le droit d'aimer naïvement au risque de nous tromper ? Si cette histoire vous a fait réfléchir, si elle vous a touché, dites-le moi en commentaire. Partagez cette vidéo autour de vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne. Parce que au-delà des images et des lois, ce sont ces débats-là qui méritent encore d'être racontés.